délai de 3 jours aux avocats de Karim Wade pour consulter le dossier de leur client avant la clôture de l'instruction le 17 avril prochain. Lors des auditions de confrontation mercredi dernier, l'ancien ministre en charge des infrastructures n'a épargné personne dans sa déclaration lue devant ses juges. Karim Wade a dénoncé toutes les violations dont il est victime depuis son arrestation et accuse aussi les témoins à charge d'avoir été menacés et soumis à des contraintes pour l'enfoncer. Suivons ce récit de Biram Ndour. La commission d'instruction près de la Cour de répression et de l'enrichissement illicite CREI a donné un délai de 3 jours aux avocats de Karim Wade pour consulter le dossier de leur client avant la clôture de l'instruction prévue le 17 avril. En effet, la commission d'instruction de la CREI a notifié aux avocats du fils de l'ancien président qu'ils ont 3 jours à compter de ce vendredi 11 avril pour consulter le dossier de leur client. Passé ce délai franc, l'instruction sera close. Il appartiendra aux magistrats instructeurs d'ordonner le non-lieu ou de renvoyer l'ancien ministre d'État devant la juridiction spéciale pour jugement, révèle la même source. On peut dire que la confrontation de mercredi entre Karim Wade et ses co-inculpés n'a pas connu la suite attendue par les juges de la commission d'instruction de la Cour de répression et de l'enrichissement illicite. Car non seulement l'ancien ministre d'État en charge des infrastructures sous l'ère Wade a renouvelé le même système de défense adopté lors de sa dernière comparution devant cette juridiction, qui n'est ni autre que refuser de répondre aux questions des juges, mais il leur a adressé une déclaration qui n'épargne ni les juges, ni les témoins en charge dans cette affaire. Dans cette déclaration lue devant les juges de la commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, Karim Wade dénonce toutes les violations dont il est victime depuis son arrestation et accuse aussi les témoins à charge d'avoir été menacés ou soumis à des contraintes pour l'enfoncer. À travers la déclaration de Wade fils, on comprend nettement que Karim soupçonne le procureur général et son substitut d'être mus par des ambitions pour la suite de leur carrière. Il n'a pas été tendre avec les juges de la commission d'instruction de la CREI. Dans la déclaration qu'il a livrée aux juges, M. Wade a d'emblée qualifié la CREI de parodie de justice. Vous êtes radicalement incompétents car vous n'êtes pas mes juges. Je relève de la haute cour de justice qui est seule compétence pour m'entendre ainsi que les présumés complices et témoins. Une manière de disqualifier les magistrats de la commission d'instruction de la CREI. Par ailleurs, il a indiqué aux juges de la commission d'instruction de cette juridiction spéciale qu'il ne peut collaborer à la violation de ses droits de l'homme consacrés par la loi, les traités conventions internationales ratifiées par le Sénégal et d'une décision de justice internationale, notamment la Cour de justice de la CEDEAO. Ensuite, le fils de l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, affirme avoir constaté à nouveau que la commission d'instruction de la CREI persiste dans la violation de ses droits de la défense et se considère comme blanchi par les justices françaises, monégasques et luxembourgeoises qui auraient transmis toutes les preuves de son innocence. Il s'en est également pris au procureur spécial près de la CREI, Alioune Ndao, et à son substitut Antoine Félix Diome, les accusant d'être des magistrats qui cherchent sa perte et que leur comportement à son égard se justifie par des ambitions qu'ils ont pour la suite de leur carrière. Ne faites pas la politique. Ne soyez pas de connivence avec le gouvernement, leur a-t-il conseillé. Les témoins à charge ne sont pas crédibles selon Karim Wade. Il estime qu'ils ont été instrumentalisés par la CREI pour le faire condamner et confie que certains parmi ces témoins ont été l'objet de menaces pour témoigner à charge. D'autres ont fait l'objet de garde à vue pour qu'on leur soutire des déclarations. Quant au patron de l'entreprise Jean Lefebvre Sénégal de Baratal, Karim Wade dira qu'il ne peut que témoigner à charge contre lui pour l'enfoncer parce qu'il lui avait refusé un marché de gré à gré de 40 milliards de francs CFA en 2010 au moment où il était ministre en charge des infrastructures. Pour rappel, Karim Meïssa avait été mis en demeure de justifier son patrimoine estimé à 694 milliards de francs CFA, puis placé sous mandat de dépôt le 17 avril 2013. Après 6 mois d'instruction du premier volet,
le parquet spécial lui avait servi une nouvelle mise en demeure sur la base d'événements nouveaux découverts à Monaco et évalués à 99 milliards de francs CFA. Il sera inculqué et placé sous mandat de dépôt en même temps que certains de ses co-inculpés. C'est ainsi qu'il prolongera son séjour à Rebeuss pour 6 autres mois, le temps d'une deuxième instruction. Ces derniers jours, Karim Wade a été confronté avec ses présumés complices et d'autres personnes citées dans son dossier. Aux questions des juges, il a opposé le silence, estimant, dans une déclaration rendue publique, être victime d'injustice et accusant certains, comme Cheikh Diallo qui l'a chargé, de traîtrise. Ce, après avoir été confronté avec Bibo Bourgi, Pape Mamadou Pouy, Cheikh Diallo, Elie Manel Diop entre autres, mais aussi avec Maître Patricia Lake Diop et Baratal. L'ancienne sénatrice libérale Aïda Ndiongue a été débutée de sa requête d'annulation des poursuites contre elle. Le dossier devait repasser devant la chambre d'accusation et le premier président de la cour d'appel de Dakar, Demba Kandji, a dû monter au créneau pour rattraper la balle au rebond. Pour rappel, l'ancienne mairesse des HLM est en prison depuis le 17 décembre dernier pour escroquerie et détournement de deniers publics. Idriss Déby, le président tchadien, n'a aucun respect pour les Sénégalais ni pour les chambres africaines extraordinaires qu'il finance. Tels sont les propos de Maître El Hadji Diouf, un des avocats de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Ils étaient en conférence de presse le jeudi dernier contre les chambres africaines extraordinaires. Selon Maître El Hadji Diouf, cette histoire est la plus grande escroquerie de tous les temps. Escroquer, orienter les ONG corrompus qui n'ont jamais levé la voix contre les violences dont leurs clients est victime. Suivons Maître El Hadji Diouf au micro d'IGFM. De la plus grande escroquerie judiciaire de tous les temps. Orchestrée, savamment orchestrée, orientée par des ONG corrompus, tels que Human Rights Watch de Ruth Brody, la RADDHO de Alioune Tine, l'ONDH, Amnesty International Sénégal et autres activistes, entre guillemets, droits de l'homme, qui n'ont jamais élevé la voix contre les nombreuses violations des droits de M. Hissène Habré. Pour ces chasseurs de primes, Habré n'est pas un être humain. Il n'a pas de droit. Il n'a même pas droit à la présomption d'innocence, parce qu'il n'est pas un être humain. On bloque ses comptes, alors qu'il n'est pas poursuivi pour des crimes économiques. On le condamne déjà pour réparer un éventuel préjudice. On lui construit une prison pour qu'il puisse y séjourner jusqu'à sa mort. Personne n'élève la moindre protestation contre cette condamnation qui ne dit pas son nom. Trop c'est trop, mais devant la lâcheté des hommes, devant l'ignominie, devant la cupidité, notre pays, le Sénégal, n'a pas réagi et accepte d'être humilié à la face du monde. Trop c'est trop. Quand Déby lui-même dit qu'il ne va pas permettre aux chambres africaines extraordinaires d'auditionner les dignitaires de son régime, qui étaient tous là avec lui, du temps de Habré, c'est que Déby n'a aucun respect pour le Sénégal, aucun respect pour les chambres africaines qu'il finance, et qui finance, qui paye commande. Qu'on ne dépendisse pas ici. Nous savons ce que nous disons. Et on ne va être juge et parti à la fois. Juger quelqu'un dont on demande la tête, dont on réclame la tête, après l'avoir condamné à mort au Tchad. Vous condamnez quelqu'un à mort chez vous. Vous avez le pétrole, vous avez les milliards, vous envoyez de l'argent au Sénégal pour qu'on le condamne encore, qu'on l'arrête même.
et on lui construit des prisons pour y séjourner jusqu'à la fin de ses jours. Maintenant, pour retracer le film des événements, nous allons tour à tour, en tant qu'avocat constitué par M. Abré lui-même, nous allons vous parler, vous entretenir des exactions, des violations des droits d'Abré. C'est un procès surréaliste. Ils sont devenus fous. Des avocats sont là. Parce que le client refuse de parler, on les remplace. Mais dans quel pays sommes-nous? Dans quelle justice sommes-nous? Devant quelle juridiction sommes-nous? Un client qui ne parle pas, on va remplacer ses avocats. Nasser Médédixi, ça c'est la phrase de trop. Mais c'est un... Attendez. C'est dans leur tête donc. Il s'est trahi. Donc ils ont mûri cette idée. Et quelque part, il y a des avocats qui dérangent. Jetons l'anathème sur le procureur général des chambres africaines et extraordinaires, Maître El Hadji Diouf, estime que le procureur Mbacké Fall se croit tout permis et au-dessous de tout, mais l'intimidation ne passera pas, dit-il. Retour à présent sur l'arrestation de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Cela fait 3 ans, jour pour jour. Rappelez-vous, il a été cueilli le 11 avril 2011 dans son bunker à Cocody par les forces républicaines, appuyées par les forces françaises. Je vous propose le film de son arrestation. Ces images, c'est l'un des combattants lui-même qui les a filmées. Le fusil dans une main, la caméra dans l'autre. Les hélicoptères français viennent de tirer leur dernière salve sur la résidence de Laurent Gbagbo. L'histoire est en train de basculer. Les membres du commando mystique, c'est ainsi qu'ils se sont baptisés, sont à l'entrée du bâtiment. Quelques rafales, et bientôt les voilà à l'intérieur. Lui, c'est Hervé Touré, le commandant Vétio de son nom de guerre. Les portes sont fermées à double tour. Elles ne résistent pas longtemps. Au rez-de-chaussée, personne. C'est au sous-sol qu'ils trouveront Laurent Gbagbo. Parce qu'ils ont ordre de le prendre vivant et de s'assurer que personne ne tente de le tuer, ils lui font enfiler un gilet pare-balles et mettre un casque. Laurent Gbagbo paraît dans un état second, sous le choc, mais soulagé sans doute de ne pas avoir été abattu par les membres du commando. Sur son passage, on s'interroge, est-ce bien lui vraiment? Oui, aucun doute. Simone, sa femme, n'a pas droit aux mêmes égards. On l'insulte et on la frappe. Très vite, on les conduit à l'hôtel du Golfe, le QG d'Alassane Ouattara. Pour le commandant Vétio, le combat n'est pas terminé. Il traque les derniers partisans de Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui encore n'ont pas déposé les armes. Il n'y a pas de raison qu'il continue de soutenir Gbagbo, puisque lui, il est déjà là aux arrêts. Voilà, je crois que ce serait jouer quand même les téméraires que de vouloir défendre une cause qui n'existe plus, qui a perdu l'avance. Et malgré tout, il en reste encore. Oui, malgré tout. Sur le court de tennis de l'hôtel, de nouveaux prisonniers, des miliciens, des mercenaires affirment leur geôlier. Comme Laurent Gbagbo, au nom duquel ils se battaient, ils ont eu de la chance. Ce 11 avril aurait bien pu être leur dernier jour. Ceci met fin à cette édition. Chers internautes, c'était tout pour ce numéro de l'Hebdo du Parquet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, l'information continue sur www.gfm.sn.